D'un débat. Pardon. J'ai envie d'expliquer ce que je veux dire dans le titre quand j'ai mis surprendre et à quel point ça a une place essentielle dans un argumentaire et dans une discussion pour que la discussion soit un dialogue et pas deux monologues. C'est très souvent le cas. Dans une discussion, il y a deux monologues. Il y en a un qui attend que l'autre il termine pour donner ses arguments. Il n'a pas du tout écouté ce qu'il a dit. Et réciproquement inversé dans l'autre sens, comme dirait Jamel. Il suffit que vous regardiez un débat à la télé, il y a 250 émissions de débat, je ne me rappelle pas de mémoire avoir entendu quelqu'un avoir dit « Ah ben ouais, c'est vrai, t'as raison ». En général, ils s'arrachent la tête, et c'est tout. À la fin, les gens qui ont vu, ils ont entendu les arguments de l'un côté et de l'autre. En général, on se fait une idée en fonction de celui qui était le plus sympathique, le plus beau gosse, si c'est une fille, la plus belle si c'était un garçon qui regardait, bon peu importe. Mais les arguments ils rentrent pas trop en compte parce que et surtout quand on a déjà l'idée arrêtée, plus ou moins quand il y a un débat. Quand c'est un sujet qu'on connaît pas, en général ça nous intéresse pas. Quand c'est un sujet qu'on connaît, ben en général on a déjà l'idée arrêtée. Donc l'idée qu'on va essayer de développer là, c'est comment faire pour que le débat il soit productif, la discussion elle soit productive. C'est pareil, je dis, c'est exactement pareil quand c'est dans un couple, on a un problème de couple. Très souvent, c'est deux monologues, avec les arguments, on sort les vieux dossiers, l'autre aussi, etc. Et on n'a pas avancé d'un poil. L'idée, elle est d'avancer. Alors, qu'est-ce que je veux dire surprendre? Parce que c'est un point essentiel dans la discussion, c'est de réussir à surprendre. En hébreu, ça s'appelle Mishlavi Itnahagut. Je vais expliquer ce que je veux dire. En français, quand j'ai donné un cours là-dessus à des professeurs, j'ai donné une formation à des professeurs dans une école, et on a appelé ça casser les codes. C'est pareil dans une classe. Des fois, il faut surprendre pour pouvoir faire passer un message. Une fois, je me rappelle, je suis arrivé dans une classe, et j'étais le prof de religion. Donc, déjà, ça m'intéressait pas. Donc, c'était des gens que ça intéressait absolument pas. On m'a obligé à donner ce cours parce que ils n'avaient pas que ça à faire, c'était les terminales, ils avaient le bac à préparer, il y a des filles qui avaient besoin de se remaquiller, donc ils faisaient ça, et chacun avait ses trucs, ça les intéressait pas, et je suis monté debout sur la table pour faire mon cours. Et tac, d'un coup, il est fou celui-là, et déjà, on peut capter un petit peu l'attention. Alors, je vais expliquer ce que je veux dire de manière plus professionnelle, surprendre. Là, vous êtes calme, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si vous commencez à vous écouter, je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire-là ici. Me semble pas. On disait que je l'ai raconté dans une vidéo. Je suis plus très sûr. Bon, si vous l'avez déjà entendu. J'ai déjà raconté l'histoire avec la police, comment on évite d'avoir un PV? Non? Ça peut servir à part ça. Non, c'est vrai, ça peut servir. Une fois, j'ai raconté cette histoire, il y avait un policier dans la salle. Et après, il est venu me voir, il me dit, c'est vrai que ça marche. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est un petit peu de la manipulation, mais j'aime pas utiliser ce terme parce que c'est péjoratif comme terme. Donc c'est pas de la manipulation, c'est un peu plus que ça. C'est pas plus, c'est différent. C'est d'utiliser les Mishlavé Itnahagut. C'est vrai dans un débat et c'est vrai dans une discussion. C'est quoi les Mishlavé Itnahagut? On estime que de base, quelqu'un en a 7, plus ou moins. Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est qu'on a tous plus ou moins des codes de fonctionnement en fonction de la personne avec laquelle on discute, de la personne qui est en face de nous. Ça veut dire quoi un code de fonctionnement? Ça veut dire comme Alexandre, je suis sûr qu'il va nous trouver le terme exact. Après, ce soir, je vais recevoir un message d'Alexandre qui va faire à peu près 8 pages pour m'expliquer que j'avais raison. C'est génial, mais avec les termes exacts. Je connais pas les termes en français. En tout cas, prochaine fois, du coup, je pourrais donner le terme en français exact grâce à Alexandre, merci. On a tous des modèles de fonctionnement préétablis en fonction de notre vécu, notre éducation, notre milieu socioculturel, etc. Qui fait que dans certains cas, on ne fait plus appel à notre intellect pour savoir comment on va réagir. C'est-à-dire, je prends un exemple. Quand je suis avec mon pote, bah, je peux très bien lui taper dans le dos et dire hey, salut, ça va? Quand je suis avec mon prof à l'école, je vais pas faire ça. Mais c'est pas parce que je vais réfléchir, tiens, lui, ça se fait pas de faire ça. C'est automatique. Ma façon de parler avec un copain, elle est d'une certaine manière. C'est un code
un système de fonctionnement. Quand c'est avec mon rabbin, ça va être autre chose. Quand c'est avec mes enfants, ça va être autre chose. Quand c'est avec un inconnu dans la rue, la vendeuse à la pharmacie ou au supermarché, ça va être aussi un autre code de fonctionnement. On va être un petit peu gêné, machin. Bon, on connaît tout ça, etc., etc. Mais c'est pas de manière réfléchie. C'est un code, c'est un système de fonctionnement. Et quand on casse ce système de fonctionnement, c'est là qu'on s'appelle surprendre quelqu'un, on l'a surpris. Et là, la personne est beaucoup plus ouverte à quelque chose. Parce que elle est plus dans son modèle normal de fonctionnement. Parce qu'on a cassé un code. On a cassé le système normal dans lequel on va discuter. Par exemple, le système normal dans lequel on discute sur la rue, c'est avec des noms d'oiseaux. Ça veut dire, on a fait une queue de poisson à quelqu'un, il nous insulte, on va le réinsulter, etc. Et ça va partir comme ça, plus ou moins normal, avec plus ou moins degré d'insulte. Peu importe, mais c'est le modèle de fonctionnement normal. Si on casse ça, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Je vais vous raconter quelques histoires sur la rue, dans la rue aussi, comment ça s'est passé. Je vais prendre un premier exemple. Je vais ramener quelques petits exemples comme ça. Quand j'habitais en Eret, en Israël, je travaillais dans une association et j'étais entraîneur de foot. Et donc, dans cette association, j'étais entraîneur de foot et je ramenais donc à la maison les ballons. J'avais un grand filet, comme ça, deux grands filets avec des grands ballons, avec des ballons, pas des grands ballons, des ballons normaux, mais c'était un grand filet avec plein de ballons. Il y avait une dizaine de ballons dans chaque filet et ça traînait dans ma maison, malheureusement. Grand main de ma femme qui supportait pas avoir tous ces ballons qui traînaient. Un jour, mon fils, il a joué avec un des ballons et il l'a balancé par la fenêtre. Alors, j'habitais au 3e étage, j'habitais à Beit-Vegan, ceux qui connaissent. La balle a rebondi, c'est juste à côté du Malon Shalom. Je sais pas si vous voyez l'immeuble juste après, juste au-dessus de la salle de match qui s'appelle le 9 Yerushalayim. J'habitais juste là-bas au 40. Il a balancé par la fenêtre du 3e étage, donc elle rebondit, paf, sur la rue, et il m'appelle, mon fils doit avoir 4 ans, et il m'appelle, il me dit, papa, il y a un ballon sur la rue. Pas dit exactement comme ça, parce qu'il y a 4 ans. Je viens voir, je cours, je viens voir, et je vois le ballon effectivement au milieu de la rue. Donc, je m'apprête à descendre pour le chercher, mais il y a une voiture qui arrive, qui s'arrête, qui ouvre la portière, qui prend le ballon, qui referme la portière. À ce moment-là, moi je crie, c'était même pas ma balle, c'était celle de l'association. Je dis, oh, c'est ma balle, en hébreu. Et il sort la main de la fenêtre, et il fait un signe avec la main pour bien m'expliquer poliment qu'il savait bien que c'était mon ballon, que ça l'intéressait énormément, mais qu'il en avait rien à cirer. Et il a tracé la route. Alors, pas besoin de s'exciter, c'était des ballons d'entraînement, ils coûtaient à peu près 15 shekels, c'est-à-dire 3 euros. C'était pas la perte du siècle. Mais manque de bol pour ce gars-là, il avait une voiture assez particulière, c'était une Seat Ibiza bleue électrique, qui était garée en face de l'école de mes enfants tous les jours. Je la voyais tous les jours. Quand j'ai raconté ça à un copain, il m'a dit, on y va à 4, on l'attend. 3 euros la balle. Détends-toi. Il y en a comme ça qui ont un peu le sang un peu chaud, comme ça. Et donc, je dis non, bon, on verra si je croise le gars. Vraiment, c'était pas ma préoccupation première. Un jour, je me suis arrêté, j'ai déposé mes enfants, j'ai vu la voiture, je me suis dit, tiens, on va tenter quelque chose. J'étais dans mes études de psycho en Israël, et j'étudiais justement les Mishlavé Itnahagut, les modèles de fonctionnement. Je me suis dit, on va tenter un truc. Donc, j'ai pris un petit papier, j'ai noté, bonjour monsieur, si vous êtes le propriétaire de telle voiture, veuillez me téléphoner au 054 7 46 05 44. Et je laisse le mot sur le pare-brise. Pas fait attention, c'est pas genre j'attendais l'appel. Le lendemain matin, je reçois un coup de fil. Je sais pas si vous connaissez un petit peu en Israël comment ça se passe, un coup de fil, c'est pas allô, bonjour, c'est Ken Matarotse. Moi j'avais oublié, c'était un numéro masqué, il me dit Ken Matarotse, c'est-à-dire qu'est-ce que tu me veux? Je dis quoi, qu'est-ce que tu me veux? C'est toi qui m'appelles, dis-moi toi, qu'est-ce que tu me veux? Il me dit non, t'as laissé un mot sur ma voiture. Je me rappelle, j'avais complètement oublié. Je dis ah oui, donc t'es le propriétaire de la voiture, la sienne. Il me dit oui, qu'est-ce que tu me veux? Alors je lui dis bah donc si t'es le propriétaire, t'es la gentille personne qui m'a mis mon ballon de côté pour pas que je me fasse voler parce que j'avais pas le temps de descendre. C'est vraiment adorable et je tenais à te remercier et à savoir comment je peux faire pour la récupérer parce que j'ai un match en fin de semaine et c'est vraiment gentil. Voilà. Ken, Vadaï, il y a un mec qui me répond oui évidemment bien sûr. Ça tombe bien que tu m'appelles justement. Voilà. Alors ce qui est rigolo c'est que
il sait que je sais que c'est pas vrai, puisque il m'a fait le signe, il m'a entendu crier. Ça marche quand même, parce que dans le cas, au moment où je lui dis, c'est toi le truc qui a pris la balle, pour lui, le modèle de fonctionnement, c'est une insulte. Voleur, rends-la moi. Ouais, t'avais qu'à pas la laisser. Il aurait trouvé une excuse. T'avais qu'à pas la laisser me gêner sur la route, alors je l'ai enlevée, j'avais pas. Voilà. Peu importe, chacun aurait trouvé, il aurait trouvé une excuse ou peu importe. En tout cas, ça serait parti dans un nom d'oiseau, cri, machin. Ouais. Une fois que j'ai cassé ce code-là, le gars il est surpris, donc il fait appel à ce qui est naturel chez lui. C'est pas un voleur, c'est quelqu'un qui a volé, c'est pareil. Il a volé une fois. Bon. Finalement, peut-être qu'il a jamais volé du coup, puisqu'il m'a rendu le ballon. Mais il a même fait du forcing pour me le rendre parce qu'on a donné un rendez-vous. Moi, je pouvais pas aller, j'avais cours. Jusqu'à, il m'a rappelé, re-rappelé 10 fois jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un qui allait le chercher. J'allais lui dire, garde-le, tu me saoules maintenant. C'était pas ça. J'ai fait le test, ça a marché, ok, au revoir. Mais bon, finalement, j'ai envoyé un copain qui a récupéré le ballon. Donc, le gars, il fait appel une fois que je l'ai surpris, une fois que je suis pas dans le modèle de fonctionnement normal pour lui. Eh ben, il fait appel à ce qui est bon en lui, normal, quoi. Aucune raison. Entre guillemets, c'était une prise de ça. C'est-à-dire, il a explosé au moment où il m'a volé le ballon. C'était pas sa personnalité. Et maintenant, je lui donne la possibilité, sans perdre l'honneur, de se rattraper. Donc, il fonce dans la possibilité tout de suite, sans aucun problème. C'est pareil je vous ai dit sur le modèle de fonctionnement sur la route. Ça m'est arrivé pas une fois, je pourrais pas dire des dizaines de fois, mais très souvent sur la route de me faire insulter. Et en fait, un exemple, c'était le plus parlant parce que le gars, on devenu tout rouge, il avait la bave qui coulait, les machins et tout. C'était au Tzomet Patch, parce que vous connaissez en Israël, quand j'habitais là-bas. Et j'avais fait quelque chose de pas joli. C'est vrai, en France, vous savez, on a un feu rouge, et après, une fois que c'est vert, on va à droite, mais en Israël, c'est pas comme ça. T'as le feu pour la droite, t'as le feu pour la gauche, t'as le feu pour tout droit. Et donc, moi, je voulais aller à droite, et il y avait toute une queue pour aller à droite. C'est pas sympa. Je me suis mis sur la file pour aller tout droit, et après, je me suis inséré. C'est pas joli, c'est pas bien. Et donc, je l'ai fait. Lui, il a appelé ça une queue de poisson, alors que je me suis inséré, nickel, il y avait rien de dangereux, mais c'est vrai que j'ai pas attendu la queue. C'est ça qui l'énervait. Et donc, le feu d'après, il arrive à s'arrêter à côté de moi, et il m'insulte il a insulté ma mère, mes enfants, mes cousins, mes frères et sœurs, tout le monde, toute la famille. Toutes les insultes qui pouvaient sortir. Il était rouge de colère. En fait, ce qui l'énervait, c'était que j'avais pas attendu comme lui, gentiment. Sûrement que lui aussi avait envie de faire ça, il n'a pas osé, et du coup, enfin bref, je sais pas. En tout cas, toujours est-il que je lui ai dit, t'as raison, ça se fait pas, il faut pas que je recommence. Et là, le gars, il continue, il s'énerve. Il y a sa femme qui était à côté, j'imagine, c'est sa femme, qui lui prend le bras, il s'est excusé, il a dit. Et d'un coup, on voit le gars, c'était intéressant de voir, si j'avais eu qu'un docteur en physionomie humaine, ça aurait été intéressant, parce qu'on avait un visage rouge avec la bave qui coulait. D'un coup, un grand sourire, il dit non, je vois dans sa voiture derrière, il a un siège auto, c'est pour lui, je dis ça, il a des enfants, il faut qu'il fasse attention. Donc c'est pas, et donc attitude complètement d'un coup, plus du tout énervé, tout content, ok, merci monsieur, bonne journée, au revoir. Encore une fois, c'est parce que le gars il s'attend à un modèle de fonctionnement. Je suis pas dans ce modèle de fonctionnement, donc il sait plus comment réagir. Il est perturbé. Il s'attend à ce que je l'insulte. S'il m'insulte, il s'attend à ce que je l'insulte. Et entre guillemets, il a le panneau, je suis dans mon droit parce que c'est lui qui a commencé. C'est un panneau bizarre, donc c'est lui qui a commencé. J'ai l'impression que c'est comme jardin d'enfants, quoi. Quand je parle à mes enfants. Les enfants, ils me disent souvent quand ils se disputent, c'est lui qui a commencé. En général, l'autre a commencé, donc moi j'ai le droit de mal me comporter. C'est-à-dire, si l'autre se comporte mal, ça donne une possibilité à moi de me comporter mal. C'est génial. Une autorisation à se comporter mal. C'est ridicule. C'est pas parce que l'autre se comporte mal que nous on a le droit de mal se comporter. Mais le code, il est comme ça. Moi, je l'insulte, mais je suis dans mon droit parce que c'est lui qui m'a fait la queue de poisson, etc. Bon. On casse ce code et ça marche pas forcément, hein, mais déjà on a surpris la personne et il est plus dans le modèle de fonctionnement normal. Et en général, il fait appel à ce qui est bon en lui. Avec la police, c'est pareil. Si vous voulez éviter un PV, alors ça marche pas avec les radars. Je vous dis déjà, j'ai donné secours à un gars, il m'a dit non, je me suis fait flasher quand même. Ça marche pas. Ça marche quand on est en contact direct avec la police et qu'on peut lui parler et tout.
J'ai plein d'histoires à vous raconter. Je vais vous raconter celle qui est la plus emblématique. Une fois, j'avais un policier qui s'est excusé. Il m'a dit qu'il aurait pu m'ouvrir un casier judiciaire s'il avait envie, parce que j'étais sur un scooter qui s'appelait un scooter volé, parce que la plaque n'était pas changée depuis plus d'un an après la vente. Bon, peu importe, il m'a expliqué que s'il voulait me prendre la tête, il aurait pu, mais finalement, il m'a laissé partir en s'excusant de m'avoir dérangé. Mais le cas le plus criant, c'est une fois j'étais avec ma femme et elle avait ma fille sur ses genoux devant. Ça se fait pas. Vraiment, c'est interdit par la loi, ça se fait pas. C'était quand j'étais encore irresponsable, il y a 11 ans au moins. Ma fille a été bébé. Et on croise une voiture de police. En fait, pourquoi elle était sur les genoux de ma femme devant? C'est parce que j'ai des enfants qui sont comme moi, ils se sentent mal en transport et ils vomissent très rapidement. Ils sont pas devant, ils vomissent. Donc, comme on n'avait plus de sachets à disposition, on les mis devant. Et c'est vraiment pas agréable, je vous assure, quand un enfant il vomit dans la voiture. Mais surtout quand la fenêtre elle est ouverte, il essaye de... Bon, enfin bref. Donc, on croise une voiture de police. La voiture, je la vois dans le rétro qui fait demi-tour derrière, qui nous rejoint. Monsieur, arrêtez-vous sur le côté. Et il me dit, monsieur, vous savez que c'est, je sais pas quoi, il commence à m'expliquer à quel point c'est grave. Et alors ma femme, elle voulait au début lui dire, non, il y a l'airbag devant, alors c'est moins dangereux parce qu'il n'y a pas l'airbag. C'est vrai, devant, bon, peu importe, la loi c'est la loi. Je lui ai fait le signe, machin. Et je suis allé voir le policier, je lui ai dit à quel point, je suis allé le remercier. Je lui ai dit, merci beaucoup, grâce à vous, je prends conscience que j'ai mis la prunelle de mes yeux en danger. Et j'espère que l'amende, elle sera bien salée. Comme ça, je recommencerai pas si un jour, par hasard, je risque de retourner à faire une grosse bêtise comme ça et mettre la vie de ma fille en danger, et ben que je me rappelle bien à quel point elle a été salée. Je dis, monsieur, on n'est pas là pour vous prendre de l'argent, hein. Je dis, non, mais il faut des fois un peu pour bien se rappeler les choses. Il dit, non, non, monsieur, si vous avez pris conscience, ça suffit, hein, monsieur, bonne journée. Ok, celui-là, c'était le plus... mais c'est pas parce que... C'est parce qu'en fait, je casse le code. Ça veut dire quoi, je casse le code? Le policier, il s'attend à deux possibilités. Un policier tout neuf, sorti de l'école de police, il va pour mettre son premier PV. Il y a quelqu'un qui fait, s'il vous plaît, monsieur, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un petit salaire, je vais pas... Alors la première fois, il a la peine et tout. Deuxième fois, je pense aussi qu'il a de la peine, mais au bout d'un moment, il se rend compte qu'il peut plus faire son métier s'il a de la peine. Donc, il va se préparer, il va y avoir un code foncièrement, techniquement, obligatoirement qui va se créer chez lui, où il va se justifier, il a raison, parce que c'est la loi, parce que c'est comme ça, il sauve des gens, etc. Peu importe, il aura raison. Mais il s'attend à quoi, le policier, quand il vous arrête? Il s'attend soit que vous soyez en train de pleurer, s'il vous plaît, ayez pitié, soit que vous contestiez. Mais pas du tout, j'ai rien fait du tout, c'est pas normal. Et dans les deux cas, il a son code préétabli, il sait que bien monsieur, c'est la loi, c'est comme ça, vous avez qu'à contester au tribunal, ce sera votre parole contre la mienne, peu importe, il aura tous ses codes. Si vous êtes dans un truc qu'il connaît pas, c'est un nouveau code, eh ben il est de nouveau désemparé, il ne sait pas comment réagir. Comment il réagit? A priori, bien. A priori, bien. Attention, parce que s'il sent que vous vous moquez de lui, vous risquez deux fois plus. Mon Rav, qui m'a enseigné ce que c'est les Mishlaveit Nagut, lui, il l'a fait, il risquait, quand il l'a fait, il m'a raconté, il l'a fait à l'armée, il avait séché les classes, et je crois qu'il risquait 3 mois de prison sans solde. Il était marié, il avait besoin de sa solde, c'est ça qu'il risquait. Donc peut-être pas commencer dans un risque comme ça. Finalement, il est parti, tous ceux qui avaient séché, ils ont tous pris 3 mois sans solde, et lui, il a même pas eu un blâme. Bon, je vous raconterai peut-être une autre fois exactement comment il a fait, mais c'est la même technique de jouer sur le Mishlaveit Nagut, de casser les codes et de surprendre la personne pour qu'il soit plus dans l'automatisme de la réaction de l'un face à l'autre. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est exactement ça qui se passe dans un débat. Alors, si vous faites la bêtise comme moi de lire les commentaires dans les articles qui parlent du conflit israélo-palestinien, même quand je dis ça, après on m'engueule, non, pourquoi t'appelles ça un conflit, c'est pas un conflit. Si vous lisez les commentaires, comme beaucoup de gens, c'est sûr que c'est déprimant. Et c'est déprimant aussi de voir le niveau des discussions. Terriblement déprimant de voir le niveau des discussions, dans les deux sens.
ça montre d'abord une méconnaissance de l'histoire même. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui me disait comment tu expliques ça. J'ai réussi à choper dans un. Après, je me suis fait. Enfin, c'était fatigant. J'ai discuté avec quelqu'un qui était pro-palestinien et qui m'a envoyé. Après, en privé, on a discuté parce qu'en commentaire avec tout le monde qui truc, ça c'est sûr que ça sert à rien. En aucun cas, ça peut servir. Il m'a envoyé en privé. Après, on a discuté en privé. Il m'a envoyé la carte, je sais pas, de propagande que vous connaissez, où on voit Israël petit et Palestine très grand, et après on voit Israël plus grand et Palestine petit, et après on voit Israël très très grand et Palestine tout petit. Et c'est la colonisation de voilà, une carte qui a été faite sur Photoshop, qui a aucune base historique. Et je lui ai dit, s'il te plaît, tape partage de l'ONU 48 sur Wikipédia ou sur n'importe quel site et de regarde. Et elle m'a écrit après, ah ouais, ça existait Israël. Bon, ça veut dire, il y a des trucs où une fois qu'on a une discussion, mais pour ça il faut avoir une discussion. Une discussion, faut pas avoir deux monologues, faut avoir un dialogue. Il faut que les deux discutent. Alors pour que les deux discutent, il y a plein de règles, et c'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble ce soir pour que la discussion elle soit bénéfique. Encore une fois, dans n'importe quelle discussion, hein, quand vous aurez un problème de couple, si ça vous arrive, hein, si toutefois ça vous arrive. Alors, le premier point est très très important, c'est avant d'entamer une discussion, il faut savoir où on va. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un but défini de ce que vous voulez faire dans la discussion. Si c'est une discussion pour s'insulter, bon, ça. Si c'est une discussion où vous avez un argumentaire et vous voulez que l'autre il entende l'argumentaire, alors il faut commencer par savoir qu'est-ce que vous voulez passer comme message. Quel est votre but dans cette discussion? Votre but dans cette discussion, il y a des gens qui me disent dans la discussion, dans les commentaires, c'est de pas se laisser faire, pas baisser la tête et montrer qu'on est là aussi. Je sais pas si c'est un but qui sert à quelque chose, parce que comme ça on n'en terminera jamais. Mais dans une discussion en face à face, au moins. Il y a un message que je veux faire passer, c'est quel message? Il faut que chez moi il soit très clair. Et il faut après que je réussisse à m'y tenir. Parce qu'après la discussion elle peut partir dans et à la fin de la discussion ça a été, comme on a dit, deux monologues, ça a servi à rien. Il faut savoir qu'il y a un but à la discussion, il faut que ça serve à quelque chose. Si ça sert à rien, je peux m'arrêter tout de suite. Si par exemple j'ai en face de moi quelqu'un, je sais que c'est un antisémite cachère, autorisé par le Beth Din de Paris, tamponné, c'est sûr, c'est antisémite, c'est bon, il a tous les signes, et il a sur son truc, il a mis la photo du juif avec le nez crochu, il a mis etc. Il y a tout, c'est bon, on sait que c'est lui. Et que vous voulez lui faire comprendre que je sais pas, que le terrorisme en Palestine c'est le même terrorisme que celui de Daesh et de l'État islamique, que lui de toute façon en fait il en a rien à cirer des musulmans ou des terroristes, en fait juste il est antisémite, donc il utilise Israël comme n'importe comme il utiliserait autre chose. Alors, ça n'a pas d'intérêt, on n'a pas besoin de rentrer dans la discussion, il faut réfléchir à l'intérêt. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à la discussion? J'ai un but dans cette discussion, je veux faire passer tel message. Si je pense que je peux y arriver, alors j'y vais. Si de toute façon c'est peine perdue, alors quel intérêt? Je vais perdre mon temps et en général j'aurais fait plus de dégâts qu'autre chose sur moi-même, sur les autres, non, même sur moi-même. Parce que ça va nous énerver. On comprend pas. C'est énervant. Il cherche pas à comprendre. Il est juste antisémite. Ça n'a aucun rapport avec Israël, ça n'a aucun rapport avec... Il y en a plein des comme ça, faut pas croire. Évidemment, pas tout le monde, mais il y en a plein. L'antisémitisme de base, Israël c'est un prétexte. L'antisémitisme de base, il est pour toutes les raisons qu'on sait, que Hitler a dit que le juif a ramené sur terre la conscience humaine, ce fléau-là de conscience humaine. Donc pour ça c'est ce que Hitler disait, on n'avait pas besoin d'Hitler, il y avait Haman qui avait dit ça avant, il y avait Amalek qui avait dit ça avant, etc. Depuis qu'on existe, on sait pourquoi, enfin on sait qu'il n'y a pas de pourquoi, que c'est comme ça, c'est parce que on dévoile l'existence de Dieu sur terre, qu'il y a de l'antisémitisme et ça changera pas. Maintenant, une fois qu'on a défini ce but-là, on peut s'y tenir. Il faut savoir que s'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Alors ça sert à rien de discuter. Le point, je vais vous le citer avec une pub israélienne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette pub. Enfin, c'est devenu, c'était une pub, c'est devenu plus qu'une pub, c'est devenu un slogan en Israël, c'est devenu une expression. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Al ti'et tzodek ti'et chacham. Vous avez entendu parler de ça? Al ti'et tzodek ti'et chacham?
Littéralement, ça veut dire Al tiet tzodek, n'aie pas raison, tiet chacham, sois intelligent. La pub, c'est quoi? C'est quelqu'un qui passe au vert pour les piétons, et il y a un bus qui arrive très vite. C'est vert pour les piétons, j'y vais, il y va, et le bus il passe très vite, il l'écrase, le gars il meurt. Mais c'est lui qui avait raison. Ouais, mais il est mort. A aucun intérêt. Il y a écrit Al tiet tzodek, tiet chacham, c'était une pub pour la prévention routière. Ça sert à rien d'avoir raison. Dans certains cas, ça ne sert à rien d'avoir raison. Il vaut mieux être intelligent que d'avoir raison. Souvent dans les discussions, ce qu'on veut, c'est avoir raison. Mais finalement, ça ne sert à rien parce que l'autre, il va pas l'entendre. Donc si je pense que l'autre ne va pas l'entendre, ça sert à perdre mon temps. Ça sert à rien. Il faut des fois réfléchir comme ça, toujours réfléchir comme ça, de Al tiet tzodek tiet chacham. Des fois, ça vaut même le coup de faire croire qu'on n'a pas raison juste parce qu'on veut le shalom, parce qu'on veut être racham. Des fois dans le couple, il y en a qui font ça. Évidemment, il faut dans certains cas faire ça avec les enfants, avec un professeur, avec des gens qui sont avec la police. Peu importe si on a raison, des fois il faut être racham. Ça, c'est quand on arrive à garder en tête le but qu'on s'est fixé au début de la discussion. Le deuxième point, et ça demanderait pour ce sujet-là plusieurs heures c'est pour ça qu'on ne va pas discuter de Hasbara ici. Il faudrait plusieurs heures pour expliquer pourquoi, comment il faut défendre au niveau des arguments. Pour ça, il suffit que vous preniez un livre d'histoire, d'un historien, hein, pas un livre de propagande ou de Shlomo Sand, ça rime. Un livre d'histoire avec vraiment des historiens qui ont travaillé sur. Ma sœur, elle m'a raconté. Aujourd'hui, ma sœur, elle est guide au mémorial de la Shoah. J'ai partagé son statut Facebook. Elle a raconté sur Facebook qu'aujourd'hui, elle guidait un groupe de lycéens. Elle discute, donc elle me dit c'est casser les préjugés quotidiens. C'est son quotidien normal de discuter antisémitisme, etc. Bon. Et il y a quelqu'un, et donc elle discute elle dit les Juifs donc ont été expulsés de leur pays en 70 avec la destruction du deuxième temple. Il y a quelqu'un qui demande, des lycéens, qui demandent mais c'était quoi leur pays? Elle dit pardon, pas précisé, c'était Israël. La Palestine. Elle dit oui, ça s'est appelé après la Palestine une fois qu'ils ont été expulsés. Blanc, total. Tout le monde qui découvre qu'il y avait un pays qui s'appelait Israël avant 70 en Israël. Des fois, c'est juste de l'ignorance. Vous voyez? Des fois, c'est juste de l'ignorance. Donc, le deuxième point, c'est pour ça que je dis, on va pas s'arrêter là-dessus, il faut juste prendre un livre d'histoire, c'est de maîtriser le sujet sur lequel on discute. Alors, c'est pas donné à tout le monde, il faut bien l'étudier, et, alors, on a tous certaines connaissances. Maîtriser le sujet, ça veut dire savoir jusqu'où je sais. Et jusqu'où je sais, à partir de quand je sais pas. Et si on me pose une colle, si je suis juste là avec mon drapeau israélien à vouloir défendre, ben je risque de dire une bêtise. Et ça, c'est très grave. Je vous explique pourquoi. Parce que les gens, ils attendent que ça, qu'on dise une bêtise, une petite bêtise, dans n'importe quelle discussion. Hein. Parce que on se rattrape à ça pour comment on appelle ça en français discréditer. Merci, c'est le mot que je cherchais exactement. Pour discréditer tout l'argumentaire et tout ce qu'on a dit. T'as pu dire 250 arguments justes et tout, et à la fin t'as dit le partage de 46, parce que t'as pas dit 47. C'est 47, tu t'es fait déchirer, ça y est, tu vois, t'es un menteur, c'est fini, t'es cuit. C'est comme dans, je sais pas, quand t'exagères un peu pour faire comprendre une idée, c'est très mauvais parce que, par exemple, t'as attendu un copain 28 minutes. Il devait arriver à 10h, il arrive à 10h28. Purée, je t'ai attendu une demi-heure. Ouais, non, pas une demi-heure. Ça fait à peine 28 minutes. Et du coup, alors que t'avais raison, c'est pas sympa, il t'a pas prévenu, il aurait pu t'envoyer un texto. Non, t'exagères, tout de suite t'exagères. Entre guillemets, tu te rattrapes, tu sautes, on est tous comme ça, hein, sauter sur la petite erreur de l'autre. On voit qu'il a dit 30 minutes. Hein. Et puis, c'est un peu l'idée. Donc, c'est pour ça que c'est très important de maîtriser le sujet, ce sur quoi je parle, et savoir où elle est ma limite. Ça, jusque-là, je sais. Plus que ça, je sais pas. Alors, il n'y a aucune honte
aucun problème dans une discussion, dans un débat, à dire je ne sais pas. Ça ne discrédite jamais l'argumentaire et jamais tout. Bah ça, je sais pas. Ah, mais alors ça veut dire que vous avez tort. Ok, peut-être. Ça, je sais pas. Mais on discute pas de ça, on discute de ça. Sur ça, je sais pas. Je vais me renseigner. Tiens, c'est intéressant. Tiens, tu donnes une idée là intéressante. Bon, ça c'est après un autre point, mais je vais me renseigner. Je vais voir. C'est le premier point. Enfin, je suis dans le deuxième point, mais c'est le point essentiel de savoir que c'est pas parce que j'ai envie de défendre à tout prix que je dois dire quelque chose, forcément on a raison, donc je vais dire ça doit pas être comme ça, ou j'imagine. Non, c'est pas grave, je sais pas. C'est pas un problème de pas savoir dans une discussion, c'est pas du tout un problème. Je change de page. Alors c'est important aussi pour savoir comment après amener l'argumentaire, savoir euh, je cherche le mot encore, tu peux même dire quel mot je voulais dire euh, identifier la personne avec qui on discute. Ça veut dire quoi identifier? Ça se rapporte un petit peu au premier point, savoir avec qui je discute. Je discute avec un ignorant, quelqu'un qui s'est pas encore fait son idée sur le conflit. Oh, de toute façon, il y a des torts des deux côtés, ce qui est vrai, c'est sûr que c'est vrai, mais c'est ça son. Bon, il sait pas, alors ça n'intéresse pas comme nous quand on voit des actualités sur trucs, alors on n'écoute pas avec truc, est-ce qu'ils ont dit assaillant, terroriste, attentat, ou là en ce moment tout le monde truc sur les médias français de comment ils écrivent les verbes. C'est vrai que quand on a parti pris, c'est assez embêtant de lire, je sais plus, à chaque fois que je lis, ça me rend fou d'ailleurs, de lire comment c'était le truc que j'ai lu tout à l'heure. J'ai lu sur un article sur Europe 1, je sais plus. Bon, enfin bref, ils n'utilisent pas la dialectique qu'il faut, c'est toujours pénible. Et donc, savoir avec qui je discute. Est-ce que je discute avec quelqu'un qui, de toutes les façons, je ne ferai pas changer d'avis? Est-ce que je discute avec quelqu'un qui sait pas? Est-ce que je discute avec quelqu'un qui est pro-israélien? À ce moment-là, il vaut mieux pas le dégoûter. Et il faut que j'identifie avec qui je discute. C'est pas pareil. C'est pas pareil si je discute avec quelqu'un qui ne sait rien, qu'avec quelqu'un qui a lu le livre de Shlomo Sand et qui est sûr que, en fait, nous, on n'existe pas. On n'est pas là, nous, on n'existe pas. Israël, ça n'existe pas. Tout ça, c'est inventé. Voilà, c'est pas pareil, etc. Donc, bien définir la personne qu'on a en face de nous. Et si on sait pas vraiment qui on a en face de nous, c'est pour ça qu'une discussion sur Facebook, en commentaire ou en commentaire d'articles, c'est dans le meilleur des cas de la perte de temps. Le meilleur des cas, c'est que de la perte de temps. Mais sinon, c'est parce qu'on sait pas qui lit. On sait qui commente. Ça, on arrive rapidement à savoir plus ou moins qu'est-ce qu'il y a dans la tête de celui qui commente. Mais il y a encore 25 000 personnes qui lisent, on sait pas qui c'est qui lit. Donc on sait pas comment amener cet argumentaire. C'est pour ça que c'est très 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 contre-productif de rentrer dans des débats. En plus, c'est même pas des débats, c'est juste c'est comme deux personnes qui s'affrontent oralement, qui s'insultent. Ensuite, ça c'est un point difficile, très difficile, surtout sur ce sujet, mais c'est très important, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter qu'est-ce que l'autre il a à dire. Il n'y a pas tout blanc ou tout noir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans ce débat, ça n'existe pas dans aucun débat. Ça n'existe pas quelque chose de tout blanc ou tout noir, ça n'existe pas. Il y a des torts, c'est sûr qu'il y a des torts des deux côtés. Et même si vous n'arrivez pas à vous convaincre que c'est vrai qu'il y a des torts des deux côtés, essayer de s'ouvrir à ça, ça permet d'avoir un vrai dialogue. Ça veut dire quoi? Essayer d'écouter l'autre. Alors, comment on montre qu'on écoute l'autre? Parce que ça suffit pas d'écouter, parce que s'il sait pas, il faut réussir à faire ressentir à l'autre qu'on a écouté. Dans un débat, prenez un débat de couple, ça va vous parler plus. L'autre, il me dit un argument. Je suis pas d'accord avec l'argument. Mais avant de dire que je suis pas d'accord avec l'argument, il faut être sûr que je l'ai écouté. Et il faut que l'autre, il sente que je l'ai écouté. Et qu'il ressente que je l'ai écouté, qu'il sache, qu'il ressente que j'ai vraiment écouté. Comment on fait ça? Un des moyens, je sais pas, je pense qu'il doit en avoir plusieurs. Un des moyens, c'est déjà de résumer ce que l'autre a dit. Dans un couple, je vous donne une clé déjà pour quelqu'un donne un argument, tu dis attends, ce que tu veux dire c'est bien ça?
Si la personne a dit oui, c'est exactement ça, t'as bien compris, ben déjà, t'as fait passer le message que t'as écouté ce qu'elle a dit. Et si déjà tu as écouté ce qu'elle a dit, ben elle va écouter ce que t'as dit, a priori. Dans notre débat là, dans le sujet qui nous intéresse, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que on a colonisé et que au petit déjeuner, les soldats de Tzal, ils se racontent, tiens, combien on va tuer de petits enfants palestiniens aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça les discussions que ils ont. Une fois, quand j'ai habité en Israël, j'ai discuté avec un Palestinien qui passait. C'était compliqué pour lui de passer le Marsum, faut reconnaître, c'est très compliqué. Il se lève tôt le matin parce qu'ils ont beaucoup d'attentes là-bas. Et je lui ai demandé comment. Alors vous pouvez me dire oui, mais c'est justifié. En tout cas, c'est compliqué. Et, euh, et je lui ai demandé comment ils se comportent avec vous, les soldats. Ils se comportent bien ou ils se comportent pas bien? Et il m'a dit, c'était un maçon, quelqu'un de très racham, il a bien défini ça. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui a une pourriture dans la vie, il est pourriture en tant que soldat. Quelqu'un qui est gentil dans la vie, il est gentil en tant que soldat. Il m'a dit, ça dépend des soldats. Il y en a qui se comportent, qui se comportent avec nous comme si on peut rien. Il y en a qui se comportent bien avec nous. Ils n'ont pas d'instruction de mal se comporter. Et quelqu'un de bien, il se comporte bien. Quelqu'un de pas bien, il se comporte pas bien. C'est normal. C'est comme ça. Alors évidemment, quand on va dire non, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est parce que lui s'est comporté mal que ça n'a pas d'intérêt. Faut ouvrir l'oreille, savoir que j'écoute l'autre. Et ça va permettre vraiment, si on fait vraiment ce travail d'écouter l'autre, ça va permettre de pouvoir passer après le message. Ce que moi j'ai envie de dire. Ce que tu m'as dit, c'est ça que tu veux me dire. Ok. Alors écoute maintenant, ce que moi je vais te dire. Tu peux même reconnaître. Tiens, là-dessus tu as raison. Bon, ça, je l'ai mis dans le truc. Je m'étonne d'avoir noté ça dans le après coup. J'avais écrit jamais d'insultes, toute parole dénigrante. C'est tellement évident que c'est ridicule d'avoir écrit. Je m'en veux. Un point aussi important, il faut savoir qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est pour ça que je vous dis, même si vous êtes convaincu que c'est tout blanc ou tout noir d'un côté, il faut savoir que la personne qu'on a en face de nous, encore une fois, je me répète, c'est pareil dans un couple, la personne qu'on a en face de nous, même si vous êtes sûr que dans ce cas-là c'est tout blanc et de l'autre côté tout noir, la personne qu'on va en face de nous qui va vous dire non c'est gris, ou va vous dire non c'est blanc dans l'autre sens, c'est pas forcément un menteur. C'est quelqu'un qui voit les choses différemment. Il n'y a pas une vérité. Il voit les choses d'une autre manière. Je vais vous raconter comment nous quand j'ai terminé mes études, quand on terminait les études dans l'école Yoetz Torani que j'ai fait en Israël, un des derniers, c'est pas un test, c'était une dernière expérience avant d'avoir le diplôme, c'était de rencontrer un petit peu des cas auxquels on va être confronté après en travaillant là-dedans. Et donc on nous a fait rencontrer un enfant qui nous raconte une histoire déchirante de son enfance malheureuse avec son papa qui l'a traité comme un moins que rien. Et quand on écoute une heure comme ça, après j'en ai vu des vertes et des pas mûres encore, mais là, quand on sort d'une discussion comme ça en une heure où quelqu'un nous décrit toute sa souffrance de toute son enfance, de son papa qui, pas seulement c'est pas encore, si c'était pas occupé de lui, encore heureux, mais il n'a pas laissé vivre une seconde. Bref, on a envie d'aller trouver le père, et se dit, où il est? On a lui casser la figure. On fait un commando mitzvah à plusieurs, faut faire quelque chose, c'est pas possible. Il vit encore, ce gars-là. Vraiment, c'est le sentiment qu'on a. Bon. On lui dit, au prof, on lui dit, tu faut pas nous faire commencer avec un cas extrême à ce moment-là, c'est pas possible. Non, tu sais quoi, on va faire d'autres cas après. Plusieurs semaines après, il nous fait rencontrer un papa qui le pauvre, a tout donné à son fils. Il s'est investi, il a renoncé à sa carrière pour pouvoir s'occuper de lui, il a renoncé à tout ce qu'il voulait s'acheter pour le nourrir, l'habiller, le vêtir. Et son fils le dénigre, lui parle comme à une, je sais pas quoi, l'horreur absolue. En Israël, ça s'appelle Kfouy Tova. Comment on traduit Kfouy Tova comment on traduit Kfouy Tova? Kfouy Tova. Vous savez pas comment on traduit Kfouy Tova?
Quoi? Le contraire de la Karatatov, exactement. Mais comment on traduit en français? L'ingratitude, merci. C'est l'ingratitude absolue. Et là encore, on sort déprimé. On se dit, purée, on donne le cas extrême. Quelqu'un qui a tout fait pour son fils et voilà comment... Et après, il nous dit, bah, tu sais quoi, bah, devinez. Mais nous, c'est 2 semaines après. Moi, quand je vous le raconte, vous le devinez, mais 2 semaines après, on n'y pense pas du tout. Il dit, bah voilà, lui, c'est le père du fils que vous aviez rencontré, que vous aviez envie de casser la figure il y a 2 semaines. Et là, c'était la dernière leçon que je voulais vous apprendre, il nous dit le prof, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a chacun qui vit d'une certaine manière ce qui s'est passé. Le père a vraiment vécu ça comme ça. C'est pas un menteur. Il a vraiment vécu comme l'ingratitude absolue de son fils alors qu'il a tout fait comme concession pour lui. Et le fils a vraiment vécu. Les deux souffrent terriblement. Et le travail après que nous on a à faire, c'est de réussir à créer le dialogue entre les deux personnes. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà savoir qu'il n'y a pas de tout blanc, il n'y a pas de tout noir. Il faut être un petit peu fin dans ce que les autres peuvent ressentir pour pouvoir après passer des arguments et pour pouvoir donner du poids à ce qu'on a envie de dire. Alors, ça c'est un point important, j'ai mis. C'est ce que je lis beaucoup. Alors j'ai mis ce point. Ce serait pas une tête de chapitre, mais le poids d'un exemple dans un argumentaire. Malheureusement, c'est une défaillance logique à mon avis. Les gens, ils veulent expliquer quelque chose et ils donnent un exemple et ils pensent que l'exemple prouve ce qu'ils disent. Un exemple, ça prouve jamais ce qu'on dit. Un exemple, ça vient pour illustrer un argumentaire. Et s'il n'y a pas d'argumentaire derrière, l'exemple ne sert à rien. On peut pas dire, par exemple, si on veut me dire, les juifs je sais pas, c'est la base du racisme en fait. C'est comme si je dis voilà, les juifs ont expulsé les Palestiniens de leur maison quand ils ont. Alors je veux dire non, c'est pas vrai. En 47, quand ils ont expulsé. Je dis, non, c'est pas vrai. Je vais ramener un exemple. Oui, dans un cas c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des cas isolés où il y a eu ça. Évidemment, c'est pas un exemple ne peut pas être un argument. C'est vrai dans les discussions dans n'importe quelle discussion. Je suis très souvent confronté à ça quand j'ai une discussion avec des gens et on me ramène un exemple comme preuve. Un exemple, c'est pas une preuve. Un exemple, ça ne peut pas être une preuve. Un exemple, ça vient illustrer, ça vient, je sais pas le terme, ça vient schématiser, ça vient pour réussir à s'imaginer ce qui se passe. Mais c'est pas un argument. Moi, je vois ça très souvent dans les problèmes de couple que je dois gérer. On me donne un exemple pour dire ah tu vois bien qu'il est je sais pas dénigrant, il m'a dit ça. Ça veut pas dire qu'il est dénigrant, ça veut dire que là il l'a dénigré. Si tu veux me dire qu'il est dénigrant, il faut pas un exemple, il faut expliquer le contexte, il faut expliquer ce qui se passe. L'exemple, il est là pour illustrer. Il peut pas être là comme argument. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un problème à mon avis logique. L'exemple, c'est aussi la base du racisme. Quand on dit, je sais pas, on va dire ce que Sartre disait. Quand un juif va faire quelque chose de pas bien, on va dire ouais, les juifs font quelque chose de pas bien. Si c'est un boulanger qui a fait quelque chose de pas bien, on va pas dire ah c'est parce qu'il est boulanger. C'est ridicule. C'est pas parce qu'il est juif qu'il a fait ça de pas bien. Lui, c'est pas parce qu'il est ça qu'il a fait ça de pas bien. Quand c'est un exemple, quand c'est une histoire, même si j'en ramène 10, ça va être 10 exemples. Il faut qu'il y ait une logique derrière pour pouvoir argumenter. Malheureusement, ouais. Parce que je vois ça aussi circuler. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du fils du chef du Hamas qui raconte. Le fils du chef du Hamas s'est enfui aux États-Unis et il raconte à quel point là-bas. Encore une fois, le problème c'est qu'on peut pas utiliser ça comme pour montrer ce que c'est parce que il y a exactement la même chose de notre côté.
il va y avoir des gens d'ultra extrême gauche, sans dire de nom, comme Shlomo Sand, qui sont les premiers antisémites qui puissent exister. C'est l'antisémitisme, c'est le mec qui pourrait se suicider, il le ferait, quoi. Il doit pas avoir courage, c'est tout. Ça veut dire tellement ils se détestent. Et il y en a d'autres, hein. Il y a une association qui est des juifs pour je sais pas quoi, la paix en France, je sais pas quoi, où aussi ils sont là en train de taper sur Israël tout le temps et sur les juifs, etc. Des gens qui s'aiment pas. Et aussi ils ont des exemples dans l'autre sens, donc ça veut dire l'exemple c'est pas un argument. L'exemple c'est pas un argument. C'est ça qu'il faut garder en tête. Pour résumer, et après on va, parce que je suis obligé de rester calé sur l'horaire de la suite, on a commencé avec un peu de retard. Pour résumer, il faut faire très attention dans une discussion, d'avoir en tête le but et c'est la cotérette, c'est le titre, ne pas être masique. Ça veut dire, on n'est pas là pour réussir à faire changer d'avis tout le monde, on peut pas. Au minimum, ce qu'on doit se demander avant de commenter, avant de participer à une discussion, avant de truc, c'est est-ce que ce que je vais dire risque d'être masique. Masique, ça veut dire de détériorer, ça va être pire qu'avant. Si ça risque d'être pire qu'avant, c'est vrai dans n'importe quelle discussion, vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire. Je sais pas comment on fait le signe pour dire se taire à l'écrit. Ne pas être masique. C'est vrai dans n'importe quelle discussion. Quand vous avez une discussion avec un copain et quelqu'un vient vous demander un conseil, vous savez, c'est la responsabilité que c'est quand quelqu'un vient vous dire un copain il vient voir vous dit elle m'a dit que machin et que alors tu crois que et ça marche mieux avec les filles, j'ai fait exprès pour les garçons. Une fille qui va voir sa copine, une fille qui lui dit il m'a pas répondu au texto depuis 24 heures, est-ce que tu crois que c'est parce que il a pas son portable ou parce que il veut que j'arrête de lui envoyer des textos, il faut absolument pas que tu lui répondes, ça il va croire. Etc. Tous ces trucs-là, quand on demande un conseil à un copain, vous savez la responsabilité que c'est de dire quelque chose de sûr, de dire ça veut dire ça ou ça veut dire ça. C'est ultra dangereux. Il faut toujours garder en tête quand on ouvre la bouche de pas être masique. Imaginez que c'était faux et que c'était pas du tout ça. Il faut toujours prendre des petites pincettes. Il faut être sûr quand on commence à l'ouvrir, on va pas être masique. Et si on a un doute, il vaut mieux se taire. Dans le doute, il vaut mieux pas parler. Ça s'appelle dans la Torah Shev ve'al ta'aseh. Dans le doute, Shev ve'al ta'aseh, ça veut dire assieds-toi et ne fais rien. Si tu sais pas, tu fais rien. Si t'es pas sûr certain, je sais pas s'il y a des personnes ici qui viennent me voir, il y en a sûrement, et en tout cas il y en a à d'autres endroits des gens qui viennent me voir pour des conseils dans plein de domaines. Et je pense pas avoir donné une fois un conseil à quelqu'un, c'est sûr, il faut que tu fasses ça. Alors qu'il y a des fois où je suis sûr. C'est une trop grande responsabilité de dire c'est ça que tu dois faire. C'est un truc de malade. Tu aides à réfléchir, tu amènes, tu aides à décortiquer, qu'est-ce qui est un argument, qu'est-ce qui est pas, faire le tri, etc. Tu aides la personne à réfléchir, mais tu peux pas te décider pour lui. C'est un truc trop gros. Parce que on garde tout le temps en tête, peu importe si j'aide ou j'aide pas, le mieux c'est d'aider, mais au moins que je détériore. C'est le point. Il faut pas que la personne elle sorte détruite plus que la personne quand c'est un conseil ou la discussion ou peu importe. Faut garder ça en tête, au moins être sûr de pas détruire. Sur ce, je vais prendre juste quelques minutes avant d'enchaîner sur la suite du programme Relève, pour ceux qui y restent. Salut.